Il y a un garage là-bas. Allez, on y va tout de suite. Alors là... Messieurs, bonjour. C'est l'inspection du travail. Donc on vient faire un contrôle. Oui. On est prêt? Merci. Vous travaillez pour quelle entreprise? Pour rien, c'est pour moi. C'est pour vous? Ok. On va vous demander une pièce d'identité, puis à monsieur également, s'il vous plaît. Michael est inspecteur du travail. Il soupçonne ce garagiste, installé à quelques kilomètres de Metz, de ne pas déclarer son activité. En clair, sa petite entreprise n'aurait pas d'existence administrative. Règlement en espèces, aucune facture, tout partirait dans sa poche, sans passer par la case impôt. Alors l'entreprise ici, donc, c'est quelle c'est vous qui exploitez? Non, c'est... Je suis moi avec mon fils. Il y a un copain qui... On a besoin, je repars notre voiture. Moi, j'ai... Alors, elles appartiennent à qui les véhicules, là Là, c'est un ami qui vient. L'homme assure qu'il répare de temps en temps les voitures de ses amis, sans se faire payer. Parce que là, vous êtes quand même bien équipé hein, pour de l'activité occasionnelle. C'est quand même du matériel de professionnel, là, monsieur. Hein. L'appareil à souder, on a tout le nécessaire pour réparer les véhicules. Ça appartient à qui? C'est à moi. Hein? Alors, tous les véhicules qui sont... Là, il y a des amis qui n'ont pas de place, qui viennent les mettre là. Ils en font quoi? Ils viennent se garer là pour aller se promener dans la forêt? Oui, parce que même, vous voyez... À l'extérieur, des carcasses de véhicules, des pièces détachées et des dizaines de voitures garées. Pour Michael, tout laisse à penser qu'il s'agit bien d'un garage clandestin. Mais l'homme n'en démord pas. Oh là là, il y en a, mais alors, il y a pléthore. Hein. Tous ces véhicules appartiennent à qui? Je vais le dire. Celui-là, la Mercedes, ça appartient à un qui l'aide derrière. Parce qu'il est laissé là. Il y a quand même 50 véhicules, monsieur. Vous vous rendez compte hein? On les a comptés. Michael le prévient. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Vous savez que vous pouvez faire l'objet d'une fermeture administrative, monsieur, hein, puisque l'établissement n'existe pas. Okay. Allez, messieurs, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Quelques semaines plus tard, le garagiste et tous ses outils se sont volatilisés. Travail au noir, escroquerie aux charges sociales, employés clandestins. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail font face à des fraudes toujours plus organisées. Chaque année, plus de 2,5 millions de Français dissimuleraient leur activité. Travailler dans quoi? Un manque à gagner de plus de 8 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Un phénomène qui se serait amplifié avec la crise sanitaire. Des milliers d'entreprises auraient profité du chômage partiel pour détourner des centaines de millions d'euros. Nous avons infiltré l'une d'entre elles. Voilà les gars, bonne journée, on attaque. Tous les salariés d'entreprise ont été mis au chômage partiel. Ça représente une centaine de personnes pendant 3 mois. Des employés payés par l'État qui auraient pourtant continué à travailler sans relâche. Nous, on avait vraiment une pression de nos managers avec des réunions à 9h, avec combien de ventes aujourd'hui, hier c'était pas assez. Michael, l'inspecteur du travail, lutte contre un autre fléau. Bonjour, messieurs. Oh là là, il y a du monde encore au fond, là-bas. De plus en plus de chefs d'entreprise s'installeraient au Luxembourg pour échapper à la fiscalité française. C'est un travail de détective, hein. Ça, et rien ne nous arrête, hein. Un autre phénomène ne cesse de croître. Dans nos rues, une grande partie des livreurs de repas à domicile sont sans papier. Faut travailler, jour et nuit. On n'a pas le choix. Ils travaillent pour le compte d'escrocs qui gagnent des milliers d'euros sur leur dos. J'ai un compte Uber, un compte Stuart et un compte Deliveroo. Je les sous-loue à des sans-papiers qui travaillent pour moi. Avec ça, j'arrive à gagner 1 500 € par mois sans rien faire. Enfin, bricoleur du dimanche ou mécanicien amateur. Ouais, je suis mécanicien, ouais. Je fais de la recharge de panne et de la réparation. Ils proposent leurs services pour arrondir leur fin de mois. Vous faites pas un chèque? Non, c'est que non. Le travail au noir, c'est aussi un voyage dans la France de la débrouille. À Nancy, Michael, l'inspecteur du travail, soupçonne une entreprise du bâtiment
d'avoir organisé une vaste fraude d'un genre Ok. particulier. Alors Agnès, en fait, je voulais te parler du dossier de cet après-midi, vite fait là. Oui. Si, Après avoir envoyé plusieurs courriers, on n'a pas obtenu ni la réponse à ça, ni la réponse à ça. Et sur ce point, c'est pareil. Rien du tout, même pas Rien la du lettre tout. de rappel. Non. mais le patron reste muet. Le fait que l'entreprise ne réponde pas, bon, ça nous pose question. Et ça nous conduit à faire un contrôle. Et puis surtout, le siège de cette entreprise française se trouve au Luxembourg. Une arnaque bien connue des services de l'inspection du travail. L'intérêt pour les entreprises, bien évidemment, il est d'ordre social, les taux de cotisation étant différents entre la France et le Luxembourg, mais il est également d'ordre fiscal, puisque les conditions de fiscalité sont plus avantageuses au Luxembourg que sur le territoire français. Première preuve pour les inspecteurs, l'entreprise doit déclarer les jours où ses employés sont détachés en France. Sur les 5 derniers mois, on voit qu'ils ont été en moyenne 29 jours par mois sur le territoire français pour travailler en France. Oh, ça veut dire Donc, en permanence, en permanence. fait. Voilà, ils sont tout le temps là. Et d'autant qu'il C'est s'agit de ressortissants français. Des Français sous contrat droit luxembourgeois qui restent travailler au Luxembourg, mais qui viennent vraiment de manière très exceptionnelle en France, on est dans la légalité. Des Français sous contrat luxembourgeois qui viennent travailler en France en permanence, on n'est pas bon. Michael, Agnès ainsi que 2 autres collègues se rendent dans la banlieue de Metz sur un chantier de l'entreprise. Ils espèrent tomber sur ce patron qui refuse de leur répondre. Bonjour messieurs. Contrôle de l'inspection du travail, vous pouvez descendre s'il vous plaît? Oh là là, il y a du monde encore au fond là-bas. La société construit essentiellement des pavillons comme celui-ci. Bonjour monsieur, vous êtes combien là sur le chantier? On est 3. 3, ok, de quelle entreprise? D'accord, ils sont où vos collègues? Ils sont où? On effectue un contrôle sur le chantier. Vous descendez avec moi et puis on va vous poser quelques petites questions. Bah écoutez, on peut aller dans le bureau là-bas? Ok. Ok, allez-y messieurs. Le patron n'est pas là. L'inspecteur espère que les employés se montreront coopératifs. Bien, alors... est-ce que vous avez une pièce d'identité chacun, s'il vous plaît? Pièce d'identité, monsieur? Ils sont tous les 3 français, mais leurs contrats de travail sont luxembourgeois. Maintenant, Michael cherche à savoir si l'entreprise a bien ses bureaux dans le Grand-Duché ou si c'est une coquille vide, comme il le soupçonne. Est-ce que vous allez souvent au Luxembourg? Il y a des bureaux? Oui. Ils sont comment les bureaux? C'est une zone industrielle. D'accord. On a pas mal d'entreprises autour. C'est un bureau, mais on a aussi un espace de pêche de matériel aussi. Vous avez quoi comme matériel là? On a une chose très cool, bâtonnière. On a des trucs comme ça, hein, pas... Mais vous y allez des fois? Moi j'y vais, ouais. Ah, vous y allez tous les combien de temps? On va dire facilement 1 ou 2 fois par semaine. Ça dépend la semaine. Ouais. Des fois, je ne vais même pas. Ça a toujours été là-bas, les bureaux? Oui, oui. Il n'y a pas un petit local en France ou un petit bureau, un endroit où... En France, on a un petit bureau en France, ouais. Il est où le petit bureau? À Borny. D'accord. Et il y a quoi dans ce bureau à Borny du coup? On n'a rien de tout ça. On a juste... Il y a quoi? Il y a un bureau, un ordinateur, des étagères Tout ça, ouais. C'est un bureau normal quoi. Parce que comme ça limite d'aller tout le temps aussi À Luxembourg? Bah oui, parce qu'avec les conditions de circulation... Un bureau en France, un indice qui laisse présager que l'essentiel de l'activité de l'entreprise se fait dans la région. À l'extérieur, les 2 inspectrices découvrent d'autres indices. Qu'est-ce que vous êtes en train de vérifier? On est en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la camionnette. Normalement, c'est des plans de chantier ailleurs qu'ici pour pouvoir identifier notre lieu de travail. De nouveaux éléments qui poussent Michael à téléphoner au patron pour le faire venir. Alors, c'est la messagerie. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? C'est possible de l'appeler avec l'un de vos téléphones? Parce qu'il répondra peut-être plus facilement. Là, il ne connaît pas mon numéro. Moi, il ne répond même pas des fois. Ah bon? Ah. Ouais, c'est pour ça que Il est très occupé? C'est un homme très occupé. Ouais, C'est un homme très occupé. Il est au couple de tout. Hein. Oui, bah oui.
Bah, peut-être on peut essayer, et puis vous me le passez. À moins que les bureaux soient fermés, merci. Allô? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je suis monsieur Robin, inspecteur du travail direct du Grand Est. Bonjour. Nous sommes actuellement sur le chantier de Florange. Ce que je vous propose, est-ce que vous êtes... ce serait de venir à nos bureaux demain. Ce serait possible, avec les documents. D'accord? Donc on compte sur vous. Hein. Allez, bonne fin de journée monsieur, au revoir. Au revoir. Ok. Ah, vous n'avez pas de forfait? Ah. Bah, vous lui demanderez qu'il vous rembourse quand même la part de forfait, là, hein, parce que il n'est pas joignable avec le mien. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bah, vous lui direz ou je lui dirai, si vous voulez. Moi, je lui dirai. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous. La journée des 4 inspecteurs, en revanche, n'est pas encore finie. Ils se rendent à l'adresse où se trouve le local français de l'entreprise, et quand ils arrivent, Michael tombe sur ce panneau. Il est au nom d'une société qu'il connaît bien. Elle a déposé le bilan il y a plus d'1 an, en laissant une ardoise de 150 000 € à l'URSSAF. Alors, on va aller quand même jeter un cil là-bas. Michael comprend rapidement le mécanisme. Après avoir déposé le bilan, le patron serait parti monter une autre entreprise au Luxembourg. Maintenant, reste à prouver que les 2 entreprises ne font qu'une. Qu'est-ce que vous cherchez, Michael? Alors là, je suis à la recherche de noms d'entreprises qui pourraient nous intéresser. Non, là c'est vide. Ah, alors là j'ai un courrier, mais du Luxembourg. Ah, c'est un travail de détective, hein. Ça, et rien ne nous arrête, hein. Pour le coup. L'inspecteur ne trouve ni le nom de l'entreprise française qui a déposé le bilan, ni celui de la société luxembourgeoise. Il y a pourtant du matériel de chantier, et surtout, garé quelques mètres plus loin, il tombe sur la voiture du patron. C'est un indice supplémentaire, toujours intéressant. La présence de ce véhicule sur le site de l'ancienne société française concorde avec ce que nous a donc révélé le travailleur lorsqu'on lui a posé les questions. Donc pour nous, c'est un élément très très important qui est intéressant pour orienter l'enquête. Ça voudrait dire que cette entreprise qui, soi-disant, a mis la clé sous la porte, n'aurait peut-être pas cessé entièrement de fonctionner, c'est ça? Peut-être, oui. N'a-t-elle pas mis toute la clé sous la porte? Ouais. Pour le savoir, nous nous sommes rendus au Luxembourg, à l'adresse officielle du siège de la société. Et là, ça n'a pas été simple. Le nom de l'entreprise n'apparaît nulle part. Pardon, monsieur, on cherche une entreprise qui s'appelle... Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais c'est quelle adresse alors? Bah, c'est celle-ci. Il faut téléphoner. D'accord. Parce que sinon, vous allez peut-être faire le tour 3-4 fois ici avant de les trouver. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci. Nous avons fini par la retrouver. Mais ici, pas de bétonnière ou de matériel de chantier. L'entreprise de BTP semble domiciliée dans un cabinet comptable qui servirait de boîte aux lettres. Une pratique courante dans ce pays où la fiscalité est bien plus avantageuse. Demain, le patron suspecté s'en expliquera dans les locaux de l'inspection du travail. Les fraudes sont tellement répandues qu'il n'y a parfois pas besoin d'une longue enquête pour débusquer des chefs d'entreprise peu scrupuleux. Dans la Drôme, au péage de Montélimar, plus de 30 agents de l'État sont mobilisés ce matin pour une opération coup de poing. Douaniers, membres de l'URSSAF, de l'inspection du travail, gendarmes. Leur objectif, contrôler un maximum de véhicules professionnels. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. L'adjudant-chef Laurent est gendarme. Allez, en avant. Il est membre d'une cellule spécialisée dans la lutte contre le travail illégal. Bonjour monsieur, avancez, vous allez vous garer. Suivez le camarade. Monsieur, bonjour, la gendarmerie, contrôle, s'il vous plaît, de vos pièces d'identité, permis de conduire. Travaillez dans quoi, messieurs?
Comment? Vous travaillez dans quoi? Électricité. Ce patron d'une petite entreprise d'électricité est accompagné de 2 employés qui ne lui coûtent apparemment pas très cher. Et le monsieur au milieu, sa pièce d'identité, s'il vous plaît. C'est un stagiaire, il n'a pas pris avec lui. Ah, ça c'est embêtant par contre. Donc là vous êtes en stage, hein? Depuis quand? J'ai commencé il y a bientôt 2 mois là. Décembre ou novembre? Ok, ça marche. Employer un stagiaire, cela coûte 546 € par mois, charges comprises. Si cela peut être très rentable pour le chef d'entreprise, ça reste légal. Ce qui ne serait pas le cas de la situation du 2e employé. Vous êtes salarié? Ça dépend embauché. Pour le moment, ça peut être CDD, ça peut, c'est pas... oui, mais on va voir. Là. Vous allez commencer à travailler quand? Lundi? Lundi. À quelle heure vous avez commencé? Lundi, 8h. L'homme affirme être à l'essai depuis plusieurs jours. Mais il n'est visiblement pas déclaré et semble ne même pas savoir combien il sera payé. Pas de travail, vous avez signé? Normalement, on devait ce vendredi là. D'accord, c'est en discussion. Oui, exactement. Il faut se mettre d'accord sur le salaire. En fait, ils voient cette semaine, ils voient comment je travaille. Vous avez parlé salaire. Justement, on a parlé du fait, mais il m'a dit, sur le chantier, il m'a dit, on laisse ça pour avoir jeudi ou vendredi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Un salarié non déclaré et un stagiaire sans ses papiers, cela fait beaucoup. On va vous convoquer à Valence. Le patron devra se rendre dans les bureaux de l'URSSAF dans quelques semaines, le temps pour les agents de vérifier s'il n'a pas d'autres fraudes à son actif. Les contrôles s'enchaînent et les fraudes aussi. Bonjour, vous travaillez pour la même entreprise que votre collègue? Les 2 passagers de ce camion de chantier sont étrangers et n'ont pas de permis de travail. Leur chauffeur est immédiatement interrogé à quelques mètres du péage, dans les locaux de la gendarmerie. Lui est bulgare, il est employé légalement par une entreprise française. Ils ne s'entendent pas avec moi parce qu'ils ne connaissent pas de français, ils ne connaissent pas de comment parler, ils sont albanais. Oui, peut-être, mais après, ça n'empêche pas de travailler. Je pense qu'ils sont manuels, peut-être, je sais pas. Selon l'homme, les 2 Albanais seraient en réalité des autostoppeurs rencontrés par hasard. Une version peu crédible, mais que tout le monde semble avoir appris par cœur. Allez, on est reparti. Pour interroger les 2 travailleurs clandestins, les gendarmes font appel à des traducteurs. Posez-lui la question, que faisait-il dans ce camion ce matin? Même son de cloche chez son compagnon d'infortune. Vous pouvez demander pour quelle entreprise il travaille? Monsieur dit, c'est clair, je travaille pas. Je travaille pas. Mais lui va en dire un peu trop et lâcher une info qui va finir de convaincre les gendarmes. Comment il peut expliquer que ce matin, lors du contrôle, il se rendait sur un chantier pour effectuer un ravalement de façade? On les a rencontrés dans un bar. Et vu qu'ils allaient à Valence, on leur a demandé qu'ils nous emmènent jusqu'à Valence. Ils se seraient donc rencontrés par hasard, accoudés à un comptoir. Mais un bar ouvert en pleine crise sanitaire, cela semble bien improbable. Une enquête est en cours sur l'entreprise française, suspectée de les avoir embauchés. Or, employer des sans-papiers, considérés comme des personnes vulnérables, c'est une circonstance aggravante. Le responsable de la société risque jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Retour à Nancy. Dans les bureaux de l'inspection du travail, Michael a convoqué le patron qu'il traque depuis plusieurs mois. Il espère lui faire avouer qu'il a monté une société de l'autre côté de la frontière au Luxembourg pour éviter de payer ses impôts en France. Par ici. L'homme va devoir convaincre Michael que plus de la moitié de son activité se fait au Luxembourg. Merci. Pour le prouver, il a apporté les contrats de ses employés du chantier contrôlé. Mais dès le début, ça cloche. La plupart des ouvriers ne sont pas déclarés en France.
C'est un chantier Allez, on va regarder les documents, monsieur. Oui. D'abord, il y a la partie des personnes qui étaient sur le chantier. Ok, alors lui n'apparaît pas sur la déclaration de détachement. Pourquoi? C'est le cas que notre comptable n'est pas là cette semaine, comme c'est lui qui fait tout ce genre de déclaration. Vous connaissez un peu les sanctions si... Non, du tout. Donc c'est une amende administrative en fait, hein. 4 000 € par travailleur concerné ou 8 000 € en cas de réitération. Vous êtes connu déjà par rapport à ça ou pas des services, non? Ok. Donc les 3 avaient une carte professionnelle du bâtiment? Non, 2. 2. Et le 3e, pourquoi il l'a pas? C'est voilà. Donc là c'est pareil, hein, ça peut faire l'objet d'une amende administrative, 4 000 €. Si on repasse ou si j'ai un collègue qui passe et qui n'a pas fait l'objet de la déclaration, là pour le coup... Oui, non mais... Hein? Oui, de toute façon ça va être rectifié voilà. tout en même temps. D'accord. L'homme s'embrouille. Sa défense est approximative. Michael ne va pas le lâcher. À Nancy. Alors, le temps que on fait les copies... Michael, l'inspecteur du travail, suspecte ce patron d'une entreprise de BTP d'avoir monté son entreprise au Luxembourg pour payer moins d'impôts et de charges sociales. Michael l'a déjà mis face à plusieurs incohérences et ce n'est pas fini. Où sont signés les contrats de travail? Bon, en général, c'est où au bureau? Comment ça se fait en principe, hein, parce que bon... Directement? Par facilité? Par commodité? Oui. Alors par exemple, celui de monsieur... il a été signé où ce contrat? Oh, maintenant, ça fait un temps, je me souviens plus. Ah là, il faut faire appel à votre mémoire, monsieur. Hein. Je sais bien, c'est difficile, mais... Ils sont originaires de Metz, donc c'est à Metz. Hein, donc c'est quelque part à Metz. Oui, oui. Les ouvriers ne signent pas de contrat au Luxembourg. Cela conforte l'inspecteur dans l'idée que l'entreprise travaille presque exclusivement en France. Le directeur assure le contraire et avance une construction de pavillons au Luxembourg. Sur les maisons individuelles que j'ai au Luxembourg. Il y en a beaucoup des particuliers? À la création, on a fait un particulier, hein, donc c'est ça qui nous a un peu aidé. On a fait une extension, donc le bâtiment de A à Z. Oui. Une simple extension de maison en 2018 contre des dizaines de constructions en France. Son argumentaire ne tient pas, l'homme continue de nier. Alors l'inspecteur du travail lui demande de se justifier. Je veux le chiffre en 2017, en 2018 et en 2019, avec la quote-part en France et la quote-part au Luxembourg. Le plus étonnant, c'est que l'homme n'a même pas pris la peine de s'installer dans le Grand-Duché. Vous habitez où? À Metz, en Avoie-Plie, en France. En France. Pourquoi avoir choisi de monter une entreprise au Luxembourg et pas en France? Parce que le marché luxembourgeois était plus intéressant que le marché français. D'accord. Et est-ce que, par exemple, les charges sont plus intéressantes au Luxembourg ou en France? Quand on regarde sur papier, c'est plus intéressant. Où ça? Au Luxembourg. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le salarié est beaucoup plus rémunéré au Luxembourg qu'en France. En réalité, c'est surtout lui qui y gagne. Au Luxembourg, un ouvrier payé 2 000 € brut coûtera 2 260 € à son employeur. En France, c'est 500 € de charges sociales supplémentaires. Sans compter l'impôt sur les sociétés, qui est seulement de 17 %, contre 28 % chez nous. Des centaines de milliers d'euros économisés chaque année que Michael aimerait bien récupérer. Je vous raccompagne. Dans quelques jours, Michael réserve à cet homme une surprise. Il compte le prendre en flagrant délit de travail dissimulé en France. Une autre forme de travail au noir est en pleine explosion. Et elle se déroule sous nos yeux. Avec la crise sanitaire, les livraisons de repas à domicile ont explosé. Plus de 30 000 livreurs sillonnent nos villes et ils sont de plus en plus nombreux à être dans l'illégalité. C'est le cas de Karim. Bonjour monsieur. Voilà. Bon appétit monsieur. Merci. Dans les rues de Paris,
Karim fait des journées de 10 heures, au cours desquelles il parcourt jusqu'à 70 km sur son vélo. Merci. Bonne journée. Un travail de forçat pour un salaire dérisoire. Là, vous venez de gagner combien avec cette commande 4,31 €. Il faut en faire beaucoup dans la journée, Une quinzaine. une quinzaine. Ouais. Et au bout d'une quinzaine, vous arrivez à combien à peu près au total 60 €. 65. D'accord. Et tout ça, c'est pour vous? Non. C'est-à-dire? Ben, il y a un certain pourcentage qui est déduit vu que c'est pas mon compte à moi, donc c'est une location. D'accord. Et combien est-ce que ça vous coûte, cette location? Une quinzaine d'euros par jour. Karim est obligé de payer 15 € par jour pour travailler, et vous allez comprendre pourquoi. Pour devenir livreur, il n'y a rien de plus simple. Il faut créer un compte sur l'une des nombreuses plateformes, renseigner son nom, son numéro de téléphone. Mais là où ça se corse, c'est lorsqu'il faut fournir une pièce d'identité en règle. Et ça, Karim, comme tous les immigrés clandestins, n'en possède pas. Il doit donc louer un compte officiel à une autre personne à qui il verse plus de 100 € par semaine. Il y en a ceux qui ont des papiers, mais ils se font rares. C'est des étudiants. D'accord. Sinon, les autres, ils n'ont pas de papier. Et vous pensez que, par exemple, il est au courant de votre situation, à vous et aux autres livreurs? Au courant, je ne serais pas sûr, mais je pense qu'ils se doutent de ça. Ils se doutent de ça. Parce que tout le monde le sait. Pour savoir qui se cache derrière ce business de la misère, nous avons parcouru les réseaux sociaux. En quelques clics, des centaines d'annonces apparaissent dans toute la France. Notre journaliste se fait passer pour un sans-papier à la recherche d'un compte à louer. Et très vite, un propriétaire se manifeste. Après quelques échanges, rendez-vous est pris dans le 18e arrondissement de Paris. Salut, ça va? Ce jeune homme est brésilien. Il a des papiers en règle et peut travailler légalement sur notre territoire. Il est officiellement livreur pour une grande plateforme de livraison. Mais cela fait longtemps qu'il n'est plus monté sur un vélo. Il se contente désormais de sous-louer son compte. Tu déjà travaillé comme... Non. Non, je cherche pour la première fois, je sais pas comment ça marche. T'as un compte ici, du coup? Ouais. Ça fait un moment. Là, parce que pour le moment, tu travailles pas avec. Ok. Mais t'as déjà bossé dessus, sur ce compte? Oui. T'es bien noté? Oui. Bien. Sans perdre une minute, le jeune homme prend notre téléphone. Il y installe l'application de livraison et rentre ses identifiants. La méthode est bien rodée. Et comment c'est pour l'argent, du coup, on fait comment? Ok, je te paye en argent. Vous venez, je te donne en espèces. En espèces? Ok. Ouais. Quand tu travailles, je retire mon 100 € et je te... Ah, tu retires ton 100 € et tu me donnes le reste. L'argent des livraisons ira directement sur son compte bancaire. Merci beaucoup. À tout. Salut, merci. Ciao. Ciao. Mieux vaut avoir confiance, mais quand on est sans papier, on n'a pas vraiment le choix. Il ne nous a fallu que quelques heures pour nous procurer illégalement un compte de livreur. Seule contrainte, payer 100 € par semaine au propriétaire. Alors pour s'en sortir, mieux vaut avoir un bon coup de pédale. Bonjour, c'est ici ou... C'est là? Bonjour. Merci, bon appétit. Au revoir. Le job est épuisant, mais notre seule surprise, c'est que personne ne vérifiera jamais notre identité, ni les restaurateurs, Merci, au revoir. ni la plateforme. Après 3 jours et seulement 61 € gagnés, nous décidons d'arrêter l'expérience. Reste maintenant à récupérer notre argent auprès du titulaire du compte. Hey, ça va? Ouais, attends une minute. Ok. Ma copine va descendre avec.
D'accord, d'accord. L'homme est un peu déçu que nous arrêtions aussitôt de pédaler à sa place. C'est dur, hein, super dur ce truc. J'ai vu. Tu travaillais dans Paris? Je travaillais dans Paris, oui, je travaillais dans le 18e à côté. Mais le premier jour, c'était galère. Toi, t'arrivais à faire combien moyennement par jour? 80. 80? Ouais, dans le dimanche, 100 euros, 120. Ouais. Il nous paye, mais garde 30 euros pour lui, la moitié de ce que nous avons durement gagné. Super, merci beaucoup. Bon courage. Merci à toi aussi. Salut. Sous-louer un compte, c'est rarement une bonne affaire. Sauf pour les propriétaires qui peuvent gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Salut, ça va? Ouais, salut. C'est le cas de cet homme, que nous avons aussi contacté via les réseaux sociaux. Il serait à la tête d'un vrai petit business et posséderait des comptes sur presque toutes les plateformes. J'ai 3 comptes en tout. J'ai un Uber, un Stuart et un Deliveroo. Les comptes Uber et Deliveroo sont déjà pris. Combien tu les loues chacun? Le compte Uber, c'est 100 euros. Avec Deliveroo, je prends 30% des courses. Stuart, quand c'est calme, je prends 50 euros. Mais après, quand ça se réveille, je prends 80 euros. Tu as travaillé sur les 3? J'ai travaillé sur les 3. Et le meilleur, c'est Deliveroo. C'est le top. Tu peux te faire par jour 100 euros, facile. Tu travailles à côté? T'as un autre boulot? Ouais, j'ai quelque chose à côté. Mais bon, je vais pas me casser la tête pour aller 6 euros, 5 euros. Je peux pas. Je travaille à côté. Selon nos calculs, en sous-louant ces 3 comptes, il empocherait jusqu'à 1500 euros par mois sans travailler et en exploitant des immigrés sans papier. Comble du cynisme, il se fait passer pour un bienfaiteur. Moi, je fais ça pour que les gens s'en sortent. Pour travail dissimulé, il risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Si le phénomène des livreurs sans papier est aujourd'hui en pleine explosion, même les responsables des grandes plateformes de livraison, comme Damien Stéphan, sont incapables d'en estimer l'ampleur. Oui, il y a des fraudeurs qui sous-traitent leur activité à des gens qui n'ont pas le droit de travailler et qui le font dans des conditions qui sont absolument condamnables. Et ça, pour nous, c'est très difficile à estimer. C'est une fraude dont les premières victimes sont évidemment ceux qui pédalent sans toucher le prix de la course. Les plateformes ne sont pas les organisatrices de ce système-là. Elles en pâtissent au même titre que les sans-papiers exploités. Elles en pâtissent en termes d'image. Et par ailleurs, elles payent le même prix de la course. Les sociétés de livraison seraient donc également victimes de ce système. Mais elles assurent ne pouvoir rien faire pour s'y opposer. Quand on va sur le terrain, évidemment, on n'a pas un pouvoir de police. Donc si on voit quelqu'un en train de faire une livraison, eh bien, on peut lui demander est-ce qu'il est le titulaire du compte. On peut lui demander ses papiers, il est libre de nous les donner ou pas. Je pense que les plateformes n'ont pas pour ni intérêt ni envie de se défausser et de dire ce sujet n'existe pas, loin de là, on le comprend. En revanche, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, police, inspection du travail, etc. Et donc oui, il y a certainement un sujet à résoudre. Pour l'instant, tout le monde laisse donc un peu faire. Il faut bien admettre qu'avec la crise sanitaire et l'explosion des livraisons, si les sans-papiers n'étaient pas là, les plateformes manqueraient cruellement de main-d'œuvre. Karim, l'immigré clandestin que nous avons suivi pendant ces tournées, n'est pas prêt d'arrêter de pédaler. Il n'a d'ailleurs pas vraiment le choix. S'il accepte ses conditions de travail, et s'il est venu illégalement en France, c'est pour soigner sa petite fille de 16 mois, Anya. Bonjour Anya. En fait, on a remarqué qu'elle ne suivait pas les objets de ses yeux. D'accord. Et alors, on a consulté le pédiatre. Il nous a orienté vers un ophtalmo. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'elle avait cette maladie-là. Une maladie rare qui, si elle n'est pas soignée, la rendra aveugle à court terme. C'est son ophtalmo qui nous a conseillé de venir ici. Il nous a dit qu'en France, il y avait des recherches sur cette maladie et ces recherches-là étaient très concluantes. Mais les soins coûtent cher et la famille doit les financer elle-même.
pour les gens entre guillemets normaux qui ont leur papier, c'est la sécurité sociale qui prend en charge les frais médicaux. Mais là, faut prendre en charge soi-même. C'est cher? Ce sera 2064 €. Et comment vous faites pour payer une telle somme? Ben, faut travailler, jour et nuit. Voilà, on n'a pas le choix. Une somme colossale pour ce père de famille. Même en travaillant 7 jours sur 7, après s'être acquitté des 450 € de location de son compte, il ne lui reste en moyenne que 900 € par mois. Pour arrondir leur fin de mois, de plus en plus de Français proposent leurs services sur les plateformes d'entraide, comme Allo Voisin, Je me propose ou encore Need Help. Au départ, il ne s'agissait que de petits dépannages, comme faire arroser ses plantes ou faire garder son lapin nain pendant les vacances. Mais depuis, l'offre s'est bien étoffée. Bricoleurs du dimanche ou professionnels facturent leurs prestations en plomberie, en électricité et même en mécanique auto. Avec une promesse, être moins cher que les artisans classiques, car la plupart de ces interventions ne sont jamais déclarées. Mais alors que valent ces services et quels sont les risques en termes de sécurité, notamment lorsque l'on souhaite faire réparer sa voiture? Michel Jiquel est expert automobile. À notre demande, il simule 2 pannes. Objectif, vérifier les compétences de ces mécanos, souvent amateurs. On va mettre en place un fusible claqué qui va nous générer donc un incident de fonctionnement sur le circuit ABS. Plus d'assistance au freinage, et sous le siège conducteur, l'expert débranche ce petit câble qui désactive l'airbag. On va simuler une panne électrique qui devrait amener le technicien à rechercher une cause et s'apercevoir de la situation quand même dangereuse de ce véhicule. Nous postons ensuite notre annonce sur l'un des sites d'entraide. Puis, nous installons notre dispositif en région parisienne. Et dès le lendemain, voici le premier candidat. Il reconnaît intervenir régulièrement chez des particuliers. Ouais, je fais souvent ça. Ouais. Bon, après, ça peut permettre à certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'aller au garage. Ça peut leur coûter une blinde. Juste là pour rendre service qu'autre chose. Vous êtes mécano? Mécanicien, ouais. Je fais de la recherche de panne et de la réparation. Le professionnel identifie rapidement les pannes. Si le calculateur est mort, le calculateur de la BS qui est là. Donc vous me confirmez qu'il y a un problème, quoi. Là, ouais, il y a un problème. Un des fusils qui a dû sauter. D'accord. Mais le jeune homme n'a pas de fusible de rechange avec lui. Qu'est-ce que vous me conseillez, du coup? Là, il faut voir éventuellement chez Peugeot. Son conseil, se rendre dans un garage officiel. Combien je vous dois, alors? Bon, ce que vous voulez, franchement, je veux pas... 10 €, donc... Pas de facture, bien sûr. Mais à sa décharge, le mécano est honnête. Ce qui n'est pas le cas de ces deux-là. Il commence par jouer les experts. Comme dans un vrai garage, il connecte à la voiture cet ordinateur équipé d'un logiciel censé détecter toutes les pannes électroniques. La batterie elle est faible là. Change la batterie maintenant. La première change la batterie. Et la voiture elle est bien là, je suis sûr. Ouais, d'accord. Ça veut dire, par exemple, que si mon voyant ABS, c'est à cause de la batterie aussi? Oui, c'est à cause de la batterie. Tout ce qui est allumé, à cause de la batterie. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Selon lui, le diagnostic est sans appel. Il s'agit de la batterie. Elle est pourtant neuve et en parfait état de marche. Le faux mécano fait même du zèle. Elle roule bien sur la route? Sur la route, elle part un peu à droite, mais... Elle part un peu à droite. Si elle part un peu à droite, il a un problème de la routine, le paralysme. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Je fais tout de suite, c'est à la cric. Vérifier la direction, cela ne s'est jamais fait avec un simple cric et en bougeant la roue avec la main. Juste fais le paralysme. Ok. L'homme n'identifiera aucune des deux pannes. Il nous invite à simplement changer la batterie et nous aurait laissé rouler avec notre problème de frein et notre airbag défectueux. C'est bon, je peux éteindre? Éteins.
Une intervention bâclée en quelques minutes, facturée 50 € en liquide et bien sûr sans facture. Je vous fais pas un chèque? Non, c'est que non. Allez. Au cours de cette journée, sur les 3 mécanos qui ont fait le déplacement, aucun n'a réparé les pannes. Une bonne chose, car en cas d'accident, si les réparations n'ont pas été faites légalement, l'assurance n'indemnise pas le propriétaire du véhicule et peut même se retourner contre lui. Le travail illégal peut parfois se pratiquer à bien plus grande échelle. Pendant le premier confinement, plus de 220 millions d'euros d'aides publiques auraient été détournés. 10 000 entreprises sont suspectées d'en avoir abusé, notamment en plaçant leurs salariés en chômage partiel, tout en continuant à les faire travailler. C'est ce que veut dénoncer cet employé d'une start-up qui a le vent en poupe. Nous l'avons équipé d'une caméra cachée. Nous l'appellerons David. Et voilà les gars, bonne journée, on attaque. Ah ouais, moteur boîte. Oh. Ici, c'est la culture de la gagne. Tous les matins, les managers motivent les commerciaux, comme David. Son job, vendre les véhicules d'occasion proposés sur le site. Vous allez bien? On a conduit 5500. Donc tout compris, immatriculé, rendu chez vous, on est carte grise incluse à 7151,76. Cette start-up est l'un des leaders du marché dans la vente de voitures en ligne. Elle emploie une centaine de personnes et réalise plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. L'entreprise n'aurait pas souffert lors des confinements, bien au contraire. À la pause café, les commerciaux se rappellent des records de vente réalisés à ces périodes. Moi je kifferais qu'ils reconfinent mon gars. La dernière fois on avait le business. On avait le business pour tout le monde. J'ai payé 10-15 000 les 2 mois là. J'ai envoyé 30-32 ventes. Tu fais des bonnes payes, mais en plus t'es chez Watt. Tu dépenses que dalle. Flex, t'es pas fatigué, c'est parfait. Moi j'ai trop kiffé. Au printemps dernier, toute la France est à l'arrêt. Les concessionnaires sont fermés. Seuls les sites internet continuent de vendre des véhicules. La start-up tourne à plein régime. Les employés, comme David, sont contraints de travailler chez eux. Mais selon lui, la société aurait alors mis en place une fraude de grande ampleur. Tous les salariés de l'entreprise ont été mis au chômage partiel. Ça représente une centaine de personnes pendant 3 mois. C'est choquant, sachant que, comme je vous l'ai dit, nous avons fait de très bons mois. C'est de l'opportunisme, c'est la facilité et un avantage immédiat à tirer d'une situation particulière pour l'entreprise qui en a profité immédiatement. C'est donc l'État qui aurait pris en charge 84% du salaire des employés. Du travail apparemment dissimulé qui aurait dérangé de nombreux salariés. Tout le monde se posait des questions, certaines voix se sont élevées et qui ont été très vite tues par l'entreprise. Et gare à ceux qui n'ont pas voulu se taire. Comme Sonia, qui travaille pour la même entreprise et aurait alors subi un véritable harcèlement. Attends, je vais voir si on a pas... Sonia était commerciale pour une start-up de vente de voitures en ligne. Un chocolat chaud, s'il te plaît. Un chocolat chaud, parfait. Et avec Cette mère de famille, ainsi que la centaine d'employés de l'entreprise, auraient été mises au chômage partiel lors du premier confinement. Selon Sonia, elle aurait pourtant continué à travailler à la maison, tout en gardant sa fille. À compter du 16 mars, j'ai été tous les jours installée ici même, à cette place. Franchement, c'est la période la plus complexe que j'ai eu à gérer. Il y avait donc la maison à gérer, les repas, le travail en continu, et même plus que d'habitude, puisque vu qu'on a l'ordinateur à la maison, le téléphone à la maison, qui sonne, même quand il est 19h30, et ben on se dit, même si c'est fini, je réponds. Et surtout, il fallait aussi gérer les devoirs. Au début du confinement, l'entreprise respecte le droit. Elle place ses employés en télétravail dès le 16 mars, comme en atteste ce mail. Tous les collaborateurs sont priés de basculer en télétravail. Mais quelques jours plus tard, la direction aurait changé de ton. Fin du mois de mars, on reçoit un mail du DG
qui nous dit changement de programme, on n'est plus en télétravail, mais on vous a mis en chômage partiel. Comme annoncé, nous allons mettre en place le chômage partiel. Ça nous a tous surpris. C'est-à-dire que là, je pense que c'est le moment où il y a eu le plus d'échanges en interne sur nos portables perso entre nous. On a senti que c'était pas très bon. On n'a pas trop apprécié la façon de faire. Sonia s'en étonne auprès de sa direction. Elle aurait alors subi un véritable harcèlement. Mon manager de l'époque et mon DRH m'ont régulièrement appelé, envoyé des messages en me demandant d'accepter le statut de garde d'enfant, d'arrêt de travail pour garde d'enfant. Ça serait mieux pour moi, plus bénéfique, et que de toutes les façons, c'était vraiment le statut qui me convenait par rapport à ma situation familiale. Sonia comprend qu'elle n'a pas le choix. Elle est mise en arrêt de travail pour garde d'enfant. Là encore, c'est l'État qui prend en charge l'essentiel de son salaire. Pourtant, Sonia continuerait de travailler. On nous a dit qu'on était les seuls acteurs du marché de l'automobile à travailler. Sachez qu'on est en train de briller en ce moment, pendant toute cette période. Toutes les concessions en France sont fermées. Nous, on avait vraiment une pression de nos managers avec des réunions à 9h, avec combien de ventes aujourd'hui, hier, c'était pas assez. Pour preuve, Sonia nous montre ses bulletins de salaire. Ils portent la mention MO, qui signifie maladie ordinaire, le terme officiel d'un arrêt de travail. Preuve qu'elle aurait bien travaillé, Sonia continuerait de toucher des commissions sur ses ventes. Le fait de nous payer des primes, ça veut bien dire qu'on a travaillé. Une situation ubuesque qu'elle n'accepte pas. Ses patrons prendraient alors une décision radicale, la commerciale est licenciée sans ménagement. Je suis dans un état de choc. Ça a été une grosse douche froide. Je pense effectivement que mon licenciement est la conséquence de ces questions qui ont été jugées certainement un peu trop pertinentes. Dans des situations pareilles, on préfère des gens qui se questionnent moins, qui font un petit peu plus les moutons, entre guillemets, qui travaillent et qui ne posent pas de questions. Comme elle, 5 autres collègues auraient été licenciés suite au confinement. C'est le cas de Jonathan. Salut, comment ça va? Je te check avec le coude. Hein. Ça va bien? Ça va et toi? Avec Sonia, tous deux ont été mis à la porte pour faute grave. Et selon eux, l'entreprise aurait monté de toutes pièces un faux dossier. Ce sont nos 2 courriers de licenciement. Et voilà, donc, le 25 juin 2020 à 9h56, j'ai eu cette dame au téléphone, cliente de la société. C'est suite à cet appel qu'on décide de me licencier. Selon la direction, Sonia aurait eu une attitude agressive avec une cliente et lui aurait raccroché au nez. Sonia le conteste formellement, mais ce qui interpelle, c'est lorsque l'on lit la lettre de licenciement de Jonathan, qui ressemblerait fortement à un copier-coller. Sauf que mon collègue est également censé avoir eu cette même cliente, sauf que il ne l'a pas eu le 25 juin, mais le 1er juillet à 10h20. Et je n'ai pas eu cette femme. Hein. Voilà. Sauf que pas, lui ne s'est jamais entretenu avec elle. Donc, voilà, on a reçu 2 courriers de licenciement, mais nous sommes licenciés pour le même motif et la même cliente. Tous deux portent ensemble l'affaire devant les tribunaux. Nous décidons de prendre contact avec le patron de l'entreprise pour obtenir des explications. Oui, bonjour monsieur. Selon lui, sa société n'a jamais fraudé, ni détourné le moindre centime d'aide publique. À l'heure où on parle, on n'a pas du tout été mis en cause sur ce sujet-là. Et bien au contraire, le traitement du chômage partiel a été extrêmement scrupuleux. Selon nos informations, une enquête de l'inspection du travail serait en cours. Si la fraude était avérée, les dirigeants risquent 2 ans de prison, 30 000 € d'amende et le remboursement des sommes indûment perçues, soit près de 500 000 €. À quelques kilomètres de Metz, c'est le grand jour pour Michael et ses collègues de l'inspection du travail. Ils sont sur le point de mettre un coup d'arrêt à une fraude massive. Tu vois, ça a bien changé. Hein. Ah oui. Un chef d'entreprise du bâtiment
dont les chantiers se trouvent essentiellement en France, a domicilié sa société au Luxembourg. C'est illégal, il économise ainsi des centaines de milliers d'euros en charges sociales et impôts. Afin de le prouver, les inspecteurs veulent le prendre en flagrant délit. Moi, je me mettrai en marche arrière effectivement devant la benne verte et puis on attend hein, de toute manière. Michael l'a déjà entendu en audition, mais l'homme a nié avoir des bureaux en France, et pourtant... Eh ben c'est ça, c'est bon, c'est la ZK. Allez. Ah bah attends. Attends. Peut-être laisse-les avancer, qu'ils aillent à l'intérieur. 6h51. La porte est ouverte, je pense qu'on peut y aller. Le directeur vient d'arriver dans les locaux. Messieurs, bonjour. Je cherche la société. C'est vous? Ok. Donc voilà. Bonjour monsieur. On s'est déjà vu, hein? On s'était vu à mon bureau? Ok, on va vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? L'objectif de l'occupation de ces lieux? La destination des lieux, en fait? C'est pour les chantiers en France, avoir un point de rapatriement pour le matériel et un peu de matériel en bas, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Pour pouvoir tout le monde du Luxembourg venir ici. Vous avez combien de chantiers en France actuellement? Moi, j'en ai 7. Vous êtes le seul à venir ici chaque jour? Vous êtes là chaque jour? Pas chaque jour, mais très régulièrement, oui, je suis là. D'accord. Vous êtes là, en fait, selon quelle fréquence? Très régulièrement? Je suis là les matins, et dès que j'envoie les équipes derrière moi, si je pars sur les chantiers ou à l'autre bureau, donc je suis là pratiquement sur les 5 jours, je suis là au moins 4 jours, les matins. On va regarder le matériel que vous avez en bas, et puis voilà, on en restera là, monsieur. Donc ça, c'est tout, c'est le genre de matériel que vous utilisez, les matériaux, etc., pour le chantier. Là. Le chantier, bon, après, il est petit, mais... Donc on en rediscutera lorsqu'on se verra, hein, de toute manière. Bien, bah, écoutez, bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Michael a désormais de nombreuses preuves en main pour boucler son dossier. La visite a permis de confirmer les soupçons qu'on avait par rapport à la continuité de l'activité de l'entreprise sur le territoire français. Donc là, on a pu constater la présence de l'un des dirigeants de leur entreprise avec une organisation administrative, un bureau qui est occupé par la société qui est censée donc se trouver sur le territoire du Luxembourg. Il n'est pas censé avoir un bureau en France. S'il a un bureau en France, il faut qu'il immatricule son activité sur le territoire français. Selon les estimations de l'inspection du travail, en domiciliant son siège au Luxembourg, le patron français aurait économisé près de 350 000 € de charges et de taxes. Le dossier est désormais entre les mains de la justice. L'entrepreneur risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, sans compter les redressements.